Donc, on va passer au cancer de l'ovaire. La chirurgie a un rôle majeur dans la prise en charge chirurgique, dans la prise en charge thérapeutique de ces patientes-là. Donc, en fait, le traitement d'un cancer de l'ovaire en première ligne, c'est une chirurgie de cytoréduction et une chimiothérapie à base de sel de platine. J'allais dire, peu importe l'ordre, mais c'est ces deux optiques-là qu'il faut avoir en tête. On sait qu'il y a une corrélation directe entre la survie globale, la survie sans récidive et l'effort chirurgical. Et à l'heure actuelle, le dogme, depuis plusieurs années, c'est aller à la chirurgie de cytoréduction complète, c'est-à-dire une chirurgie qui ne laisse pas de reliquats macroscopiques au niveau abdominal. Et en fait, je pense que c'est une maladie qui doit se discuter systématiquement en réunion de concertation pluridisciplinaire, parce qu'il y a des patientes qui peuvent bénéficier d'une chirurgie première, suivie d'une chimiothérapie. Il y en a d'autres qui peuvent pâtir de cet axe thérapeutique, notamment du fait d'une fragilité. C'est-à-dire qu'une malade peut ne pas être opérable d'emblée du fait de la diffusion de la maladie, mais peut aussi ne pas être opérable d'emblée du fait de son profil, j'allais dire, individuel, soit parce qu'elle est âgée, soit parce qu'elle est très dénutrie, soit parce qu'elle a beaucoup de facteurs de comorbidité. Et donc, ce n'est pas deux stratégies qui s'opposent, c'est au contraire deux stratégies qui sont intriquées l'un dans l'autre. Et il faut absolument en discuter avant. Ce d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus de facteurs biopathologiques qui vont intervenir dans les aides à la prise de décision, et notamment des innovations thérapeutiques avec des nouvelles molécules. Alors, je vous ai présenté sur cette présentation, j'ai isolé en fait 3 essais qui nous ont semblé importants, qui ont été présentés l'année dernière. Un est publié, les 2 autres pas encore. Et en première ligne, c'est la place de la lymphadénectomie chez des patientes qui sont N0 radiologiques pré-chirurgicales et à qui on va pouvoir faire une chirurgie de cytoréduction complète. C'est les données de l'étude Lion qui a été présentée à l'ASCO l'année dernière et qui pose cette question. Alors d'abord, il y a en préambule, on n'avait pas la réponse à cette question. Jusqu'à présent, il y avait 2 essais. Un essai randomisé qui avait montré un bénéfice en PFS, en survie sans récidive, mais pas en survie globale, de la réalisation des lymphadénectomies en cas de résidu nul ou inférieur à centimètre, c'est-à-dire chirurgie complète ou optimale. Et puis une analyse rétrospective allemande, une phase 3 de l'AGO, qui montrait là un bénéfice en survie et en PFS, mais c'était une analyse rétrospective. Et donc, ils ont monté une étude. Alors d'abord, c'est que des centres sélectionnés. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les études allemandes, il faut gagner son ticket pour pouvoir inclure des malades. C'est-à-dire qu'il y a des analyses rétrospectives par un consortium qui viennent analyser vos dossiers sur les stratégies chirurgicales, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus anatomopathologiques. Il faut leur donner ces données. Et il fallait qu'ils aient 12 comptes rendus au moins dans les 12 derniers mois, avec des prélèvements ganglionnaires significatifs au niveau pelvien et lombortique, même si je trouve ça un peu ridicule, parce que pour moi, un curage, c'est pas nombre de ganglions, c'est des repères anatomiques, mais bon, peu importe, c'est parfois difficile de discuter avec les Allemands là-dessus, et un compte-rendu opératoire qui doit être systématique. C'est des malades qui ont un cancer épithélial de l'ovaire, de la trompe ou du péritoine, de stade 2B à 4, et elles n'avaient pas forcément un diagnostic de certitude. Des fois, le diagnostic de certitude était obtenu en opératoire. Et c'est des patientes qui sont fit, moins de 75 ans, une chirurgie complète, pas de chimiothérapie première, bien évidemment, pas d'antécédent de lymphadénectomie, et des patientes N0 cliniques et radiologiques. L'objectif principal, c'était la survie globale. Secondaire, la PFS et la qualité de vie. Sur leur méthode statistique, il fallait plus de 600 malades à inclure. Donc voilà le design de l'étude. Une carcinose accessible à une chirurgie première d'origine ovarienne probable, stade 2B à 3. Une randomisation péropératoire, si c'était bien cancer épithélial de l'ovaire, un stade bien évidemment 2B, que la chirurgie était complète, qu'il n'y avait pas de contre-indication à la réalisation de lymphadénectomie et qu'il n'y avait pas en péropératoire d'atteinte ganglionnaire évidente, avec une randomisation 1 sur 1 péropératoire, pas de lymphadénectomie versus lymphadénectomie. Ça, c'est la puissance des Allemands. En même pas 3 ans, ils ont mis 2000 malades, ils en ont randomisé 650, 325 dans chaque groupe. Et en
en analyse 323 versus 324 dans l'autre groupe. Ce sont des cancers séreux de haut grade dans 70% des cas et dans plus de 90% des cas, donc des stades 2B à 4 qui sont en résection complète. Cette donnée, voilà. Après, c'est de la vraie chirurgie, hein. C'est 50% de résection digestive, 50% de résection diaphragmatique, 20% de splénectomie. Ils vont même des fois dans le thorax en enlevant des petits bouts de plèvre. Enfin bon, c'est de la chirurgie de cytoréduction complète qui les amène à avoir ce taux de chirurgie, en sachant que globalement, ils sont à plus de 99% de chirurgie complète dans cette étude, qui était un préalable à pouvoir randomiser la patiente. Donc c'est une chirurgie agressive. Bien évidemment, des temps opératoires augmentés dans le bras lymphadenectomie. Et puis là, ça commence à parler un petit peu plus de complications, en tout cas de nécessité de prise en charge anesthésiologique significative avec plus de transfusion dans le bras lymphadenectomie. Ce qui sort, et ça c'est vraiment un gros problème, c'est plus de complications dans le bras lymphadenectomie. Alors on se doutait qu'il y aurait plus de pathologies sous la forme de lymphocèles ou d'acide chileuse dans le bras qui a été curé que dans le bras qui n'a pas été curé. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a plus de relaparotomie dans le bras lymphadenectomie et il y a même une mortalité augmentée dans le bras lymphadenectomie, alors qu'on va voir, il n'y a pas de bénéfice. Ils ont d'excellents résultats oncologiques, hein. C'est sur cette série, 67 mois de survie globale, 25 mois de survie sans récidive. Pour vous donner un corollaire, dans l'étude Vergot qui a validé la chimiothérapie néoadjuvante, la PFS, elle n'était même pas de 15 mois. Donc c'est des résultats excellents sur le plan oncologique. Il n'y a pas de bénéfice en termes de survie globale à la lymphadenectomie. Il n'y a pas de bénéfice non plus, je ne sais plus où elle est passée, peut-être que je l'ai oublié de la mettre. J'ai oublié une diapo, peu importe, mais c'est pareil, il n'y a pas de bénéfice en PFS à la lymphadenectomie. Et donc les conclusions de cet essai, c'est de dire que tout d'abord chez des patients sélectionnés, faire une chirurgie première suivie d'une chimiothérapie adjuvante donne d'excellents résultats oncologiques, qu'il n'y a pas de bénéfice chez les patientes qui vont avoir une cytoréduction complète, N0 radiologique, à la réalisation de ces lymphadenectomies systématiques, alors que pour autant, on trouve des ganglions métastatiques occultes dans 56% des patientes qui ont eu la lymphadenectomie. Et pourtant, cet impact-là est gommé en termes de survie globale et survie sans récidive. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une vraie prise de considération, on pourra en discuter avec le panel, savoir si vous continuez au vu de cette étude à faire des lymphadenectomies systématiques aux patientes qui ont une carcinose péritonéale. Encore une fois, j'insiste bien, en chirurgie première bien réséquée et qui n'avait pas de ganglions envahis. Une autre étude, alors là, qui nous perturbe beaucoup, c'est la chirurgie d'intervalle avec la place de la CHIP. C'est une étude présentée à l'ASCO, publiée par l'équipe néerlandaise de Van Driel. À l'heure actuelle, on avait des tendances à penser que la chimiothérapie intrapéritonéale était intéressante. 3 essais randomisés et une méta-analyse donnaient un bénéfice en faveur de la chimiothérapie intrapéritonéale. Après, par contre, c'est une pathologie, c'est une méthodologie de traitement qui a toujours vécu beaucoup de malheurs. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont publié les données, quelques mois après, le standard du traitement changeait. C'est-à-dire que ce n'était pas les bons protocoles de chimiothérapie ou ce n'était pas les mêmes délais. Bref, toujours est-il que malgré ces excellents résultats, quoi qu'on en dise, ça ne diffusait pas beaucoup, notamment en France. Il y a peu d'équipes qui font de l'IP sur le cancer de l'ovaire. Plus embêtant, c'est qu'il y avait ces 2 essais qui étaient en cours et une méta-analyse qui a été présentée à la SGO à San Diego il y a 2 ans et qui ne retrouve absolument pas ces données en faveur de l'IP, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de bénéfice à l'IP par rapport à la chimiothérapie adjuvante, avec peut-être une des idées dans la majorité de ces études, c'est que c'est peut-être un bénéfice qui pourrait être gommé par l'utilité de nouvelles thérapies, notamment les thérapies ciblées avec du bevacizumab en systématique, en post-chimiothérapie. Sinon, sur CHIP et cancer de l'ovaire, il y avait
un essai non randomisé grec qui montrait un petit bénéfice, qui montrait que c'était faisable avec des taux de survie satisfaisants, mais un nombre de malades pas bien élevé, et puis une série rétrospective française qui disait que lorsqu'on pouvait faire une chirurgie de cytoréduction complète avec une chimiothérapie intrapéritonéale, on avait une survie qui était quand même pas si mauvaise que ça dans notre expérience. Mais rien qui permette de bouger les lignes. Nous, on est très réservé à l'heure actuelle sur les 2 essais qui ont validé la chimiothérapie néoadjuvante pour une raison qui est très simple. D'abord, leurs résultats sont mauvais en termes de PFS. Les Allemands, on est à 25 mois sur des malades sélectionnés. Donc là, c'est des PFS médiocres, aussi bien dans l'étude de Vergot que dans le Chorus Trial anglo-saxon. Et puis surtout, ce qui nous a toujours embêté, c'est cette ligne-là. C'est-à-dire que ça soit dans Vergot ou dans Chorus, le nombre de patientes qui étaient censées avoir une chirurgie première et qui étaient en chirurgie complète, c'était même pas 20% dans les études Vergot et encore moins dans les études Chorus, sachant que sur une étude rétrospective française, nous, on est à 65% de chirurgie complète en chirurgie première. Donc ces 2 essais ont toujours créé et animé des débats et notamment ont révulsé certaines équipes qui croient en la chirurgie première, notamment Denichi et les Allemands. Et puis donc il y a eu cet essai néerlandais qui a été rapporté l'année dernière avec une randomisation. Alors on va voir qu'il y a quand même quelques petites choses. Soit une chirurgie première, soit une chirurgie alors que globalement ils ont laissé de la maladie en place. 3 cycles de chimiothérapie, et pour les patientes à qui ils vont pouvoir faire ce qu'ils appellent un effort chirurgical, ils randomisaient CHIP versus pas CHIP en péropératoire. En plus avec un protocole, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des CHIP au cisplatine dans la salle, mais nous on utilise 100 mg mètre carré en une dose unique pour un bain de chimiothérapie d'1 heure. Eux, ils utilisent 50% de la dose, puis une demi-heure après, ils mettent 25%, puis 1 heure après, ils mettent 25%. Ce sont des schémas d'application de la CHIP qu'on ne connaît pas. Et puis ils ont utilisé aussi un protecteur rénal qui s'appelle le thiosulfate qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France en dehors d'une ATU. Donc ça crée un petit peu débat là aussi sur le schéma. Toujours est-il que globalement ils ont randomisé les malades et il y a à peu près 122-123 malades qui sont analysables dans tous les groupes. Juste pour insister beaucoup sur ce chapitre-là. Dans leurs résultats, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de malades qui ne sont pas en chirurgie complète, puisque alors que le dogme de la CHIP, c'est de faire la CHIP que quand la malade est en cytoréduction complète, eux, ils ont quand même plus de 20% dans les presque 30% dans le bras CHIP, qui n'ont 20%, 29% dans le bras CHIP, où pour autant, ils ont une réduction à moins de 2,5 mm, voire jusqu'à 1 cm. Après, ils ont un taux de réduction digestive par rapport à la série allemande qui est quand même faible et peu de maladies, puisque la très grande majorité des malades ont quelques secteurs, ce qui est quand même pas habituel pour nous sur le profil des malades qu'on a mis en chimiothérapie néoadjuvante. En chirurgie d'intervalle à 3 cures, quand on a mis une malade en chimiothérapie néoadjuvante, d'habitude, nous, on a beaucoup plus de maladies que cela. C'est leur expérience et elle vaut foi. Ils n'ont pas de complications ni de perforation intestinale, puisque ça c'est un des gros problèmes quand on fait des sutures digestives chez les patientes qui ont une CHIP, d'avoir un taux de fistules importante, mais on s'aperçoit, je ne vous l'ai pas signalé, qu'ils avaient un nombre de stomies qui était important. Je me rappelle. Parce qu'il est pratiquement 2 malades sur 3 qui ont une résection digestive, là ça n'apparaît pas dans le tableau, ont eu une stomie. Toujours est-il qu'ils ont un bénéfice en survie globale et en survie sans récidive, et avec un intérêt de la chirurgie plus CHIP qui est marqué, j'allais dire, quelle que soit l'importance de la maladie, et notamment dans les formes séreuses. Donc cette étude est quand même une étude randomisée qui montre un bénéfice en termes de survie sans récidive et de survie globale, avec peu d'événements indésirables, et qui bien évidemment nous questionne beaucoup en France pour savoir ce qu'on va faire de cette étude publiée maintenant, surtout que c'est quand même dans une belle revue, et savoir si on réfléchit à le faire ou pas. À l'heure actuelle, on n'a pas passé le cap.
On commence à faire quelques malades pour se donner une idée, mais on est en train de réfléchir à la mise en place de quelque chose autour de cette idée de peut-être faire une chip au moment de la chirurgie d'intervalle. Il nous semble que c'est important de réagir aussi, parce que si on ne structure pas un essai et qu'on ne donne pas des éléments de réponse positifs, le pire, ça serait une pratique sauvage, entre guillemets, de ce genre de thérapie, parce que ça peut quand même impacter terriblement les suites opératoires, parce que nous, on a quand même quelques suites houleuses après les chimiothérapies intrapéritonéales. Or, il faut faire de la chimiothérapie derrière, donc tout ça doit être pris en considération. Le dernier essai qui, là, bouscule complètement les pratiques, même s'il n'est pas encore publié, parce que les données sont pas complètement matures, c'est la place de la chirurgie de cytoréduction à la première rechute, donc des rechutes chimiosensibles, puisque c'est des rechutes, vous allez voir, qui surviennent 6 mois après. Donc là, c'est un vrai consortium européen dans lequel on a eu la chance de participer. Et donc l'idée, c'était de se poser la question de est-ce que lorsque vous avez une rechute d'un cancer de l'ovaire qui arrive plus de 6 mois après la fin du primo-traitement, qui signe la chimiosensibilité au sel de platine, il y a un impact positif de réopérer la patiente sur des malades sélectionnés. Alors on le savait que c'était quelque chose qui avait dans l'idée, puisqu'il y a eu 2 essais d'Estoc avant le 3 qui a permis de valider ça. Le premier qui a permis de valider un score pour dire que la patiente serait probablement opérable. Et ce score, il repose, il est très simple, sur un excellent état général de la malade au moment de la première rechute, un primo-traitement fait dans les règles de l'art, chirurgie de cytoréduction complète plus chimiothérapie, et peu d'acide au niveau de la rechute. Ce score a été validé, puisque globalement, dans des essais, dans des stocks 2, lorsque les patientes avaient ce profil-là, on arrivait à passer une chirurgie complète dans 95% des cas. Et donc, Destock 3 est arrivé, première rechute, encore une fois, avec tous les scores ASGO et une rechute chimiosensible, et une randomisation, chimiothérapie seule, qui était jusqu'à présent le traitement de référence, avec plus ou moins adjonction de thérapie ciblée, puisque maintenant, à la première rechute, on peut discuter le bevacizumab, l'Avastin s'ils ne l'ont pas eu en première ligne. On peut aussi discuter la place des antiparpes chez ces patientes. Donc la première rechute devient une histoire compliquée dans la discussion de quel est le traitement qui va être le plus adapté à la patiente. Et puis, un bras chirurgie plus les traitements par chimiothérapie. L'objectif principal, la survie globale, et l'objectif secondaire, le taux de chirurgie complète et le PFS. Jusqu'à présent, les données ne sont pas matures, on n'a pas les données en survie globale. Donc voilà les caractéristiques des patientes. Hein. C'est des séreux de stade avancé qui ont eu une chimiothérapie classique. On s'aperçoit quand même que c'est des malades sélectionnés. Hein. C'est-à-dire que l'intervalle médian entre la fin du primo-traitement et la prise en charge de ces patientes, il est long. Parce que la majorité des malades rechutent bien avant, hein, 70%. Il y en a une très grande majorité qui ont déjà rechuté à 1 an. Donc c'est probablement, quand on se lance dans des essais, on est toujours prudent, des patientes qui avaient un profil un peu particulier. Donc dans les suites de la prise en charge, on a pu leur refaire de la chimiothérapie pratiquement tout le temps. Et il y a 20% des patientes qui vont avoir l'adjonction d'Avastin, puisqu'on était à un moment où l'Avastin en première ligne n'était pas systématique. On a un taux de résection digestive de 30%, un taux de reprise chirurgicale de 3,2%, et avec ces critères-là, dans une étude élargie, on est à 72% de chirurgie complète. Et on a un bénéfice en termes de survie sans récidive de 5 mois sur l'ensemble de la série, qui laisse à penser qu'il y a une place à la chirurgie à la première rechute. Ce d'autant plus que les seules patientes qui bénéficient de cette prise en charge, c'est les patientes qui vont avoir une chirurgie complète, puisque là, le bénéfice, il est de 7 mois par rapport à pas la chirurgie. Les patientes, par contre, opérées avec de la maladie résiduelle ne bénéficient pas de la chirurgie à ce moment-là. Et très intéressant aussi, c'est que les patientes qui ont été opérées ont également un allongement entre la prise en charge de la première rechute et la 3e ligne thérapeutique, puisqu'on sait que c'est des malades qui vont devenir chroniques, hein, ils vont rechuter, et on va être obligé de donner des petits coups d'accélérateur en espérant qu'ils aient des espaces de traitement sans
des espaces de vie sans traitement le plus prolongé possible. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça retarde également les rechutes ultérieures. Pas plus de complications, pas de mortalité dans les 30 premiers jours, pas de taux de fistule augmenté malgré 30% de résection digestive dans le bras chirurgical, pas de complications post-opératoires. Donc c'est un protocole de traitement sur des malades hyper sélectionnés qui passent bien. Et donc les conclusions, c'est de se poser la question. Alors je pense que pour l'instant c'est encore prématuré puisqu'on ne peut pas vous dire qu'il y a un bénéfice en survie globale. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec cet essai sur des malades sélectionnés, les malades fit qui ont bien été traités en première ligne et qui ont une rechute peu tumorale sans acide, on doit se poser la question en réunion de concertation pluridisciplinaire d'une reprise chirurgicale et pas systématiquement aller vers un traitement oncologique. Par contre, les conclusions, alors ça c'est les conclusions d'Andreas Dubois parce qu'il y tient beaucoup, c'est sélection des patientes et pour lui sélection des centres, puisque globalement, une des key points positifs de leur étude est qu'il est persuadé que c'est parce que c'est des centres sélectionnés que globalement on a ce genre de résultats. Ça reste à prouver, puisqu'on voit bien quand même que entre l'étude allemande qui avait validé le score AGO, qui prédisait à 95% la réalisation d'une chirurgie complète, dans cette expérience-là, on n'est qu'à 70%. Donc les choses évoluent, mais je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en considération, qu'à la première rechute, on peut se poser la question. Et donc, pour conclure avec ces 3 essais qui sont pour nous d'importance, je soulignerai 2 choses. C'est la place de la chirurgie première complète en première ligne. Les malades qui peuvent être opérés en première ligne doivent être opérés. La chimiothérapie néoadjuvante, pour moi, n'est pas une alternative. Dans ce cas de figure, la chimiothérapie néoadjuvante est une alternative aux malades qui ne peuvent pas être opérés. Alors il y a un essai TRUST qui est en cours, qui recrute à une vitesse galopante, qui pose la question de la chirurgie première versus chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers de l'ovaire 2B4. Je pense que cet essai répondra à cette question, que quand on peut opérer, il vaut mieux opérer que faire de la chimiothérapie. La question c'est, quand on opère en première ligne et qu'elles n'ont pas de ganglions, est-ce qu'il faut faire une lymphadenectomie? Ça allonge le temps opératoire, ça augmente le taux de complications et visiblement, il n'y a pas de bénéfice. En chirurgie d'intervalle, il va falloir optimiser nos résultats. On a 2 voies qui sont complètement séparées. L'adjonction de nouvelles molécules en chimiothérapie néoadjuvante. Il y a plein d'essais avec de l'immunothérapie en chimiothérapie néoadjuvante, Néopimbrov et Nov. Donc tout ça, c'est des résultats qui sont attendus assez prochainement. Donc la place de nouveaux traitements lors de la chimiothérapie néoadjuvante. On a testé les anti-angiogéniques avec 2 essais, Shiva, BIBF et Antalya, l'Avastin, c'est faisable. La grosse question, gros pavé dans la mare, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la CHIP à ce moment-là de la prise en charge. Et ça fait débat. Et puis il y a un vrai enjeu lors de la première rechute des cancers de l'ovaire chimiosensible, avec une vraie discussion avec les oncologues. Est-ce qu'il vaut mieux aller vers des traitements ciblés, notamment chez les patientes par exemple qui sont mutées, etc., avec directement une chimio plus ou moins un antiparp? Est-ce que les malades qui n'ont pas eu du BEVA, il faut leur faire du BEVA ou est-ce qu'il faut opérer? Donc ça reste que des vraies discussions très intéressantes en RCP, mais c'est sûr qu'il y a de la place pour la chirurgie, et il y aura peut-être même de la place pour la chirurgie avec CHIP, puisqu'il y a un essai qui va finir par être clôturé avec la CHIP en chirurgie d'intervalle, mais là sur un autre protocole, première rechute, chimiothérapie première, 6 cycles, chirurgie de cytoréduction maximaliste en chirurgie de clôture, avec une randomisation CHIP ou pas CHIP. Les inclusions sont en cours. Et si mes souvenirs sont bons, sur les 400 et quelques malades qu'il faut, on est à 310 malades. Donc cet essai devrait bientôt être clôturé. Je vous remercie de votre attention.